Je connaissais bien Tabarly, Alain Colas, mais on en reparlera tout à l'heure, Florence Artaud aussi, Malinowski, que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps. Mais vous, Max Gravelot, je ne vous voyais pas de cette manière, car vous êtes aussi un navigateur solitaire, mais je vous crois, je vous sais, même très éloigné de la compétition. Alors pourquoi êtes-vous parti sur les mers? C'était pour fuir la France? C'était pour tenter une aventure, pour vous reconnaître? Il y avait très longtemps que j'avais envie de faire une pause dans ma vie. Et la pause de Saint-Quentin. La pause de Saint-Quentin, oui. Et le fait d'avoir une profession où on est très engagé, je suis architecte. À Marseille. À Marseille, me faisait penser que cette vie d'homme responsable fait qu'on laisse de côté une partie importante de sa vie et peut-être une partie qui n'a pas de valeur marchande, mais qui permet de mieux apprécier la vie, les hommes, les amitiés, et puis au fond de se reconnaître. C'était mon espoir. Et quand je suis parti, bien entendu, j'avais lu les récits de tous ces navigateurs qui m'ont précédé, Slocum, Vito Dumas, Moitessier et tant d'autres. Et je comptais retrouver cette grande aventure. En réalité, je n'ai pas été déçu, j'ai trouvé plus. Enfin, vous étiez peut-être un peu marqué quand même par l'aventure. Vous le disiez à l'instant, vous êtes installé à Marseille et vous êtes architecte, mais vous êtes de père vendéen et de mère bretonne. Et sans doute, votre père vous a-t-il aidé à aimer ce que vous aimiez déjà confusément? C'est-à-dire que nous avons passé nos vacances d'enfance sur l'Atlantique. Et on était tout le temps dans l'eau avec mes frères et à construire des plates, des catamarans bidons d'essence. On aimait la mer. D'ailleurs, ce goût de la mer, mon père l'avait, mais mes deux frères, qui sont l'un et l'autre médecins, ont aussi cette passion. Mais Max Gravelot, votre métier d'architecte vous a donné toutes les joies du monde quand même. Vous avez fait beaucoup de choses. Ce sont des joies douloureuses. Je vais vous dire pourquoi. Il y a eu Pour faire de l'architecture, il faut être dans un climat social qui correspond à un sens architectural. Or, vous le savez, actuellement, la sélection de nos élites se fait à partir de critères qui sont l'intelligence, la mémoire, la rétention, le sérieux, la déduction, la logique. Il y a autre chose, et vous êtes, vous, dans une partie où ce côté intuitif est important, il y a autre chose. Or, les gouvernements successifs ne se sont pas préoccupés d'architecture, ils se sont préoccupés de construction. Et on a confié le soin de l'architecture, c'est-à-dire ce qui est autre chose que le bâtiment et la construction, c'est ce qui fait qu'on peut être ému dans un édifice, ou s'y trouver bien, ou au contraire mal. L'architecture a une influence sur le comportement. Eh bien, cette partie qui est la partie la plus noble de l'architecture, qui s'appuie sur le contexte matériel de la construction, cette partie noble a été absente des préoccupations. Et on a confié, à mon avis c'est une erreur fondamentale, on a confié la responsabilité de guider la construction en France à des ingénieurs sous forme du ministère de l'Équipement, qui sont des ingénieurs compétents, honnêtes, travailleurs, qui ont un tas de qualités, mais qui sont incompétents dans le domaine qui est ce domaine de l'humanisme, de l'architecture. Alors justement, et ceci a été, au fond, la souffrance de tous les architectes qui croyaient en leur métier. On nous demandait de faire une gymnastique avec les poings et les pieds liés. Quel est, à votre avis, le style qui restera du XXe siècle? Le XXIe siècle, enfin, non, troisième, que dira-t-on de ce siècle que l'on appelle le XXe? Écoutez... Ce sera Beaubourg, ce sera la maison de la radio. Non, je cite des immeubles connus. Ah là, vous êtes inquiet pour parler de Beaubourg, vous, l'architecte. C'est un monument, Beaubourg. Non, mais je préférerais ne pas en parler, parce que... peut-être son côté architectural m'échappe, et je crois que une des raisons pour lesquelles
on voit des espèces de coups de bravoure en architecture. C'est justement le contexte dont je vous parlais. Lorsque l'on fait un concours d'architecture, on le fait juger par des gens qui ne sont pas compétents, car le fait d'être un grand président, soit de la République ou d'autre chose, ou d'un conseil d'administration, d'être un élu politique, ou d'être un haut fonctionnaire des finances ou du ministère de l'équipement ou de la santé, ne donne pas une compétence pour juger de l'architecture. Et c'est pour ça que je crois que le système du concours est un système qui est mauvais dans son essence. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser. Malraux a dit que les grands artistes ne perdaient pas le temps à faire les concours. Gauguin, que j'ai pu suivre dans mon voyage quand je suis allé aux îles Marquises, a dit ceci aussi. Il a dit non, on n'aurait pas eu l'idée de donner la Sixtine au concours, et si on l'avait fait, on ne l'aurait pas eu. Et je crois que c'est vrai. Alors, il y a une volonté de pouvoir de décision qui, on peut dire, a envahi l'ensemble des gens qui ont un pouvoir et qui l'ont, au lieu de le conserver dans leur branche, qu'ils l'ont étendu car il n'y a rien de plus facile que de juger l'architecture. Ouais, chacun peut imaginer qu'il peut le faire. Oui, Max Gravelot, je vous demandais s'il y avait un style du XXe siècle. Eh bien, écoutez, je crois que le style du XXe siècle, c'est un état d'esprit qui fait que les architectes, notamment des gens en France comme Sauvage, comme Le Corbusier, puis enfin dans d'autres pays, Wright, Mies van der Rohe, Neutra, au Japon actuellement Kanzo, ce sont des gens qui ont repris les valeurs essentielles d'émotion de l'architecture pour les traduire en oubliant les poncifs, les colonnes, les grappes de raisin et les femmes nues sur les façades, toutes ces choses qui étaient la décadence d'un esprit transformé en poncif. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Je comprends très bien. Et à un moment donné, et je crois que c'est la grande gloire du siècle, c'est d'avoir dit, écoutez, non, maintenant c'est usé, on va repartir à partir de l'émotion. Et évidemment, quand on repart à zéro, il y a des coups fourrés, il y a des maladresses, tout ça. Mais petit à petit, on voit se dégager quand même des œuvres de très grande qualité dans le monde. Mais en France, je dis bien, à part quelques monuments qui ont été, qui n'ont pas attiré l'attention des pouvoirs, c'est-à-dire qui n'ont été ni du logement, parce que là on a légiféré à l'extrême, ni des éléments comme Beaubourg, parce que c'était une carte de visite dans le monde, on s'aperçoit que de temps en temps, à droite à gauche, on voit des chefs-d'œuvre. Je pense à la petite église de Ronchamp, je pense à un autre petit couvent qui se trouve à Marseille, je pense à quelquefois une maison. Et alors là, on voit qu'il y a comme une force qui est en train de naître, malheureusement. Dès que la législation s'en empare, on détruit ce qui est la fleur, la spiritualité de l'architecture pour le ramener au niveau de la construction. Vous voyez, par exemple, dans le logement, il y a un organisme qui a créé une norme de qualité du logement. Et alors, c'est analytique. Est-ce qu'on pourrait juger, vous qui êtes musicien, une symphonie en dégageant tous les petits bouts, en disant ça vaut 2, ça 4 sur 10, ça 8, ça ferait une addition, mais ça ferait pas une œuvre. Alors oublions la règle à calcul, et j'ai l'impression que vous préférez parler de votre voyage. Vous préférez parler de votre bateau, de la mer, de la solitude et de vos aventures, que de votre métier que vous poursuivez quand même, parce que vous êtes toujours architecte et vous n'êtes pas encore tenté de quitter... Non. Non, pas bon. Alors, il y a quand même votre situation personnelle. Vous êtes marié, vous étiez marié au moment de ce voyage, vous avez 2 enfants. Oui. Vous avez pris des risques en partant, c'est-à-dire que vous avez abandonné une femme et 2 enfants. On ne dit surtout pas ça. Non, pardonnez-moi de vous le dire, mais si, vous vous êtes donné de la liberté.
Et il y a une forme d'égoïsme lorsqu'on part comme ça et que l'on se dit « je vais passer 5 ans en mer seul ». Vous avez pu le faire, on vous en a donné la liberté, mais il faudra au moins le reconnaître. Tous ne peuvent pas faire comme ça. Ah oui, mais je suis un privilégié de la vie, ça c'est sûr. Mais j'ai eu une réaction lorsque vous m'avez dit que vous avez abandonné vos enfants, parce que justement, c'est un bruit qu'on a fait courir. Or, en réalité, le problème était autre. Mes enfants étaient adultes. Et quant à ma femme, eh bien, nous étions spirituellement tout à fait séparés depuis longtemps. Je dois aussi vous dire que, en ce qui concerne cet égoïsme que vous mettez très souvent sur la sellette, et c'est très difficile de faire une part dans la vie entre ce qui est l'égoïsme et ce qui est la vie. Gauguin, qui avait dans un cahier intime qu'il avait réservé à sa fille Aline, il avait écrit des choses pour se disculper, car lui aussi était parti pour un motif beaucoup plus grand et plus élevé, et il écrivait à peu près ceci, de mémoire, les parents se sacrifient pour les enfants. Et à nouveau, ces enfants qui sont devenus adultes vont se sacrifier pour les enfants. Ce qui fait qu'à la fin du compte, il n'y aura que des sacrifiés, mais rien n'aura avancé. Je crois qu'une des premières importantes choses de la vie, c'est de la vivre. Or, ce goût n'était pas une fantaisie, c'était un goût profond que j'avais, qui m'a permis de me dégager de routines, de choses qui sont à côté de soi-même, et ça m'a permis notamment d'avoir vis-à-vis de mes enfants plus de compréhension, et vis-à-vis de mes amis aussi, vis-à-vis de moi-même, de mon métier. Je crois que c'était une nécessité. Vous savez, quand on regarde l'histoire des hommes, on s'aperçoit que la retraite au désert, ce n'est pas du baratin, c'est une chose très profonde. Et pourquoi 40 jours et pas 10 jours? Parce que au bout de 40 jours, et je l'ai vécu parce que je suis resté 45 jours seul en mer quand je suis parti de Nouvelle-Zélande jusqu'à Montevideo en franchissant le Cap Horn, hein, je sais que les 8 premiers jours, c'est pas ça, et qu'il faut un certain temps pour apprécier la solitude, pour que le phénomène de solitude ne soit plus douloureux, mais qu'il soit une occasion de se trouver, de se retrouver, de puiser dans ses propres racines ce que le dialogue a tendance à éviter. La raison pour laquelle ce livre s'appelle L'embellie sur la mer, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une embellie, quoique le mot est une résonance avec embellir. Il y a une chanson de Juliette Gréco. Ah oui? L'embellie, oui. Ah. Très très belle chanson. Eh bien, l'embellie sur la mer, ça a été aussi l'embellie de ma vie, en ce sens que cette chance immense a été pour moi le fait de partir et puis de me retrouver, on peut dire accidentellement seul. Ça a été pour moi l'occasion d'abord d'avoir des contacts avec les humains que j'ai rencontrés, beaucoup plus intéressants et beaucoup plus faciles. Je vous donner un exemple. Quand on arrive dans une île avec un bateau comme le mien et qu'on vient mouiller dans la baie, eh bien, immédiatement, hein, on devient le Jacques Chancel du coin. Tout le monde sait que vous êtes là. Les contacts humains sont très faciles à établir. En plus de ça, un homme seul qui va partir, les gens ont tendance à le rencontrer, à lui parler. Lui poser des questions. Lui poser des questions et surtout se raconter. Vous qui savez si bien faire ça aux autres. Alors, Maître Gravelot, ça s'est fait très bien, ça. Tout cela, vous l'avez voulu parce que vous avez décidé votre tour du monde en 1955, je crois, dans votre tête en tout cas. Oui. 1955, il nous semble, en 1979. Oui. Ça fait combien, ça? Ça fait plus de 20 ans, oui. 23 ans, 24 ans. Donc vous vous y êtes préparé, vous avez fait une reconnaissance totale d'une partie du monde, vous vous êtes retrouvé vous-même, vous avez fait même des découvertes, parce que c'est vrai, vous avez raconté votre aventure, qui a pour titre L'embellie sur la mer.
Mais ce récit aurait pu être fait par quelqu'un qui vous a écouté, qui a écrit, ce qu'on appelle aujourd'hui les nègres, c'est qui écrivent pour les autres, mais vous l'avez écrit vous-même. Et vous avez découvert également que vous saviez écrire. Donc c'est une découverte totale. Ce qui prouve que vous avez un caractère, parce que commencer à y penser en 1955 en se disant il va falloir que j'ai de l'argent pour acheter un bateau, pour faire construire un bateau, parce qu'il fallait le faire construire surtout. Et ensuite, vous avez décidé de partir. C'était en 1970 que vous êtes parti. Oui. Vous aviez quel âge en 1970 ? 50 ans pile. 50 ans pile. Donc vous aviez décidé de partir à 50 ans et vous avez tenu votre promesse. Rares sont ceux qui peuvent tenir leur promesse. La tenir à eux-mêmes. Oui, enfin, vous savez, dans mon livre, je raconte plusieurs événements, notamment la préparation du bateau qui était déjà en bon état pour franchir le Cap Horn. Ça, c'est une question de tempérament. J'ai mis tous les atouts de mon côté. Mon bateau était prêt à 100%. Et puis, vous êtes devenu un professionnel. Non, on ne peut pas partir sur un bateau, faire le tour du monde sans connaître à fond. Oui, pourtant, vous savez, il y a des gens qui partent et qui partent sans connaissance. La mer elle est impitoyable et d'autres fois très indulgente. Jean-François Degnaud a dit dans son livre une chose que j'ai trouvée très belle, et je lui ai écrit pour le féliciter de cette phrase. Il dit « Lorsque, à la mer, on a fait tout ce qu'il fallait, qu'on a pris toutes les précautions, qu'on a vraiment fait, on s'est conduit en marin, et qu'on revient d'un périple sans avarie, eh bien, c'est que la mer l'a bien voulu. » Et ça, voyez-vous, c'est une leçon extraordinaire. À la mer, il y a quelque chose qui ressemble au sanctionnement que peut avoir, par exemple, l'architecte. Quand l'architecte fait une erreur, il reçoit tout de suite une tuile sur la tête. Parce que son erreur, elle se traduit en acte, en pierre, en béton. Et si l'erreur est là et que l'édifice tombe, il est sanctionné, alors il apprend. Et la mer, c'est la même chose. Vous mouillez, votre ancre, si elle est mal mouillée, votre bateau va à la côte. Vous faites un nœud d'écoute, s'il est mal fait, qu'il y a un coup de vent, votre phoque part, vous ne pouvez plus vous le mener. On apprend à la mer à mesurer son jugement aux éléments. Et ça, c'est une chose très importante. Je crois que sous cet aspect, l'enseignement de la voile est un enseignement qu'on devrait développer parce que ça apprend aux jeunes à ne pas avoir des idées qui, comme des fumées, peuvent tourner sans jamais qu'on puisse les saisir ou les mettre au feu de la réalité. Vous voyez, ce qui me paraît important, Mas Gravelot, c'est la décision que vous avez su prendre et que vous aviez décidé tout cela. Vous êtes parti à 50 ans. Et je ne l'ai pas fait exprès. Mais avant-hier, je recevais Georges Suffert, je crois, oui. Hier, je recevais Jean Piat. Ce sont des hommes qui, également, au cap des 50 ans, ont réinventé leur vie. Bon, Georges Suffert, qui est un brillant journaliste, et qui a tout vu, qui a tout raconté, s'est mis à la nouvelle, il y réussit très bien, et maintenant se lance dans le roman. Et quant à Jean Piat, il réintègre une autre vie, ou plutôt il intègre à sa propre vie une autre existence. Alors, est-ce vraiment un fait du siècle ? Autrefois, on disait 40 ans, on a dit 30 ans, puis on a dit 40 ans. Maintenant, on dit le cap, c'est 50 ans. Dans 20 ans, on dira 60 ans, peut-être. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre ce qu'on a appelé le démon de midi avec une reprise de soi-même qu'on peut faire volontairement. Je pense que ce sont deux phénomènes différents. Je crois que ce qui se passe dans notre époque provient d'une part d'une information très grande qui fait que les gens se voient vivre, se dégagent un petit peu et jugent l'ineptie d'une partie de leur vie et veulent s'en dégager. Certains le réussissent, d'autres pas. Il y a aussi un élément nouveau qui est celui de la possibilité de le faire. Et c'est parce que la France est devenue beaucoup plus riche que ce qu'elle était il y a 50 ans, qu'il y a des hommes qui peuvent faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire on peut s'arrêter de 1000 façons. On peut aller se mettre dans un ranch, on peut partir sur la mer, on peut
on peut faire une On peut aller retraite, en haute montagne. on peut se mettre faire de l'aquarelle, je crois que c'est bien. Et je pense que dans les hommes qui ont des responsabilités sociales, une pause au moment où ils ne sont plus des bagarreurs, mais où ils devraient être des sages, je crois qu'une pause comme ça, qui pourrait être organisée dans la société, on en tirerait un bien fantastique. D'abord, parce que on a tous, on a tous un côté qu'on a abandonné avec son enfance. Il y a, vous savez, la chanson, l'important c'est la rose. Et la rose, on l'abandonne dans la vie courante. On est trop préoccupé. Voyez-vous, je suis rentré ici en France et je m'aperçois souvent que j'ai une attitude de bagarreur. À quoi ça sert? À rien. J'ai appris dans ce voyage, dans les contacts que j'ai eus avec des individus, de n'avoir rien d'autre qu'un contact. Il n'y avait aucune question, je n'avais rien à leur demander, ils n'avaient rien à me demander, on avait à se faire plaisir l'un l'autre, totalement différent. Et je crois que cette notion-là, si on l'introduisait un peu dans notre société, on s'en porterait mieux. On parle de la qualité de la vie. Ça, c'est une... Enfin, il y a une organisation totale quand même du voyage. Vous décidez donc de partir. Vous partez en 1970, vous vous donnez 5 ans de liberté, ce qui fait un retour, et vous avez encore là tenu votre promesse, vous êtes revenu en 1975. Bon, votre bateau, vous l'aviez. On sait qu'un bateau, ça coûte cher. Vous avez fait de telle sorte, en plus de 20 ans, que ce bateau avait pu être construit. Alors, combien faut-il, lorsqu'on part dans un voyage comme celui-là, pour vivre? Écoutez... 5 ans à travers le monde. Écoutez, je vais vous dire, la question d'argent... On travaille quelque part. Il y a plusieurs. Vous avez... je raconte d'ailleurs cette chose dans les... Vous avez les gens qui ont énormément de moyens et qui voyagent un petit peu à la manière dont les gens prennent des vacances quand ils peuvent se payer des vacances dorées. Alors ils ont un très beau bateau, équipage, ils vont rejoindre le bateau dans les endroits du monde qu'ils ont envie de visiter, ils passent 1 mois dessus, 2 mois dessus, et puis ils reviennent dans les affaires, etc. Ça, c'est une façon de faire, qui, à mon avis, n'apporte pas cette sérénité que peut donner un voyage permanent. Et puis vous avez d'autres gens qui vivent continuellement sur leur bateau, mais qui vont souvent au port, qui vont un peu à l'hôtel, qui font entretenir leur bateau par des tiers. Bon, ceux-là ont beaucoup d'argent. Il y a des gens, et c'était mon cas, qui ont un bateau en bon état et qui font tout. Qui entretiennent leur bateau, cousent leur voile, réparent le moteur, repeignent la carène, etc., etc., et qui vivent presque toujours dans les mouillages forains, le moins possible au port, et qui vivent avec assez peu d'argent. Je dois dire que quand j'ai été seul, parce que quand j'avais une compagne... Donc, vous n'êtes pas parti seul? Non, je ne suis pas parti seul. Vous aviez une équipière? J'avais une équipière. Ça n'a pas marché? Mais je vous en parlerai après. Quand j'étais seul, par exemple, quand je suis allé aux Marquises de Papette, je suis resté 4 mois ou 4 mois et demi parti. Et comme mon bateau était très très bien organisé, je pouvais tenir le coup pendant ce temps-là sans ravitaillement. Dans ces 4 mois et demi, j'ai dépensé 50 000 anciens francs. Vous comprenez? Alors, d'un autre côté, quand j'ai été à préparer mon bateau pour passer le Cap Horn, là, j'ai travaillé aussi sur le bateau. Je me suis fait un peu aider, ça m'a coûté, et j'ai dépensé beaucoup plus d'argent. Vous voyez? Vous aviez en fait, ça n'a pas une importance capitale. Je crois qu'il ne faut pas être trop riche et pas trop pauvre, parce que ceux qui sont obligés de travailler pour entretenir leur bateau, eh bien, ils font généralement des besognes qui sont des besognes mal payées. Alors ça représente un effort considérable. En tout cas, moi j'avais pensé qu'il valait mieux partir avec mon petit sac et puis ne pas travailler. Je crois que ça donne plus de liberté. Alors je crois, Max Gravelot, qu'il faudrait quand même dire ce qu'est votre bateau. Ah, mon bateau, c'est... Vous savez que maintenant il y a des fous de la voile, oui. Ceux qui ne vont pas loin en mer, mais ceux qui s'amusent, même ceux qui vont avec quelqu'un. Alors écoutez, au sujet des bateaux, j'ai eu la chance de connaître et d'apprécier notre grand architecte André Mauric. C'est lui qui a dessiné mon bateau. Sur vos plans?
Non, non, non. Moi, je suis architecte. Je ne suis pas architecte naval. Et j'ai un grand respect pour les métiers. Et mon bateau est une réussite. J'en donne dans mon livre L'embellie sur la mer, j'en donne tous les plans grâce à l'obligeance d'André Maury qui a accepté qu'on les publie. Il y aura des gens qui les copieront sans doute. Hein. Et ce bateau s'est avéré un bateau absolument prodigieux pour ce qu'il a fait. Pour vous en donner une idée, si vous avez lu les autres récits, on a vu des hommes épuisés à la barre, tel Moitessier, tombant de sommeil, mais fallait tenir le coup avec des... enfin, Vito Dumas, n'en parlons pas. Et ils ont tous eu des moments extrêmement difficiles parce que le bateau l'offait, parce que... Alors moi, j'ai fait... Le bateau, comment l'offait, c'est-à-dire remonter dans le vent. Merci. Et quand il remonte dans le vent le couche, et s'il le couche trop, il peut se remplir. Enfin, vous voyez, un bateau qui marche tout droit, tout seul, c'est une qualité primordiale pour un bateau de solitaire. À tel point que je suis sûr que de tous les navigateurs qui ont fait le Cap Horn en solitaire, je suis, et de très loin, celui qui a le moins souffert. Alors ce bateau, combien de mètres? 15 mètres 15 de long, 2 mâts, ça s'appelle un yawl, des élancements, c'est-à-dire des parties qui sont au-dessus de l'eau à l'avant et à l'arrière, une construction en bois moulé, et puis enfin un raffinement de dessin intérieur sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Un moteur quelque part? Un moteur, bien sûr, indispensable, parce que j'avais comme équipement, j'avais un moteur pour avoir la possibilité d'avoir de l'électricité, du froid, car j'ai un freezer et un frigidaire, et l'air comprimé pour pouvoir nettoyer le bateau, plonger, dérocher une ancre, etc. Une cabine spacieuse? Alors, j'ai une cabine, un local qu'on appelle la toilette, et puis le carré, la cuisine, la table à cartes. Et tout le reste, c'est du rangement. Alors, pour un homme seul, 15 mètres de long, c'est la belle vie. Mais vous pourriez partir à combien sur ce bateau? Eh bien, moi, je n'aime pas être nombreux. À 4, 5 à la rigueur, on est très bien. Même pour un tour du monde? Non. Alors, pour le tour du monde, vous m'avez parlé tout à l'heure de mon équipière. Ah, je me suis arrêté tout de suite, parce que vous m'avez dit, j'en parlerai tout à l'heure. Oui, alors je vais y venir. Vous êtes parti de Marseille? Vivre avec quelqu'un ou plusieurs personnes à bord d'un bateau, c'est extrêmement difficile. Parce que on est ensemble 24 heures sur 24, on n'a pas la possibilité de dire je vais chercher un paquet de cigarettes ou bien de voir des amis en dehors. Et ce qui fait que quand on vit ensemble sur un bateau et qu'on s'entend bien, c'est une épreuve extraordinaire. Et alors, avec mon équipière, celle avec qui je suis parti, on ne s'est pas mal entendu, mais on s'est aperçu très rapidement que nous avions des affinités différentes. C'est-à-dire que moi, la vie de Robinson, qui me plaisait beaucoup, pour une femme, n'était pas l'idéal. Hein, comprenez-vous? Il n'y avait pas tout le confort, les relations mondaines qui m'intéressaient de moins en moins, mais qui étaient pour elle une chose plus importante. Enfin, ça a duré combien? Le voyage à deux? Le voyage à deux, ça a duré une dizaine de mois. C'est déjà pas mal. Pas mal, déjà. Oui. Alors, vous vous êtes quitté à quel endroit? D'un commun accord. Oui, d'un commun accord, on s'est quitté aux îles Galapagos. Avec un peu de déchirement, quand même? Ah, ça fait toujours quelque chose. Vous savez, on a toujours de la peine quand on a un échec. Et puis, on a aussi de la peine parce que on fait de la peine, vous voyez? C'est toujours pénible, les séparations. Vous vous êtes revus au retour? On s'est revus, oui, mais enfin, vous savez, j'ai fait la connaissance d'une Argentine après mon passage du Cap Horn, avec qui je refais ma vie, et je pense qu'il vaut mieux mettre chaque chose dans son compartiment. Mais vous avez tout raconté, vous n'avez pas triché, vous avez dit que vous aviez fait ces 10 mois, d'ailleurs vous les racontez. Ah oui, non. D'ailleurs, dans mon livre, je me suis efforcé de ne pas tricher, de ne pas exagérer, de ne rien raconter qui ne soit au moins subjectivement vrai. Alors, vous êtes parti de Marseille? Oui. Quel était l'itinéraire prévu? Alors, voilà. L'itinéraire prévu, c'était de faire les chemins faciles, c'est-à-dire les Alizés, le passage d'abord de Marseille, le détroit de Gibraltar, les Canaries, les Antilles, Panama, les Galapagos, la Polynésie, ensuite Nouvelle-Calédonie,
le détroit de Torres, l'océan Indien, Maurice, la Réunion, Madagascar, le cap de Bonne-Espérance et remonter. Il s'est passé quelque chose de curieux. J'avais dit à mes amis, moi je veux pas faire d'exploit, j'ai surtout envie de mener une belle vie, je vais pas aller me mettre, on les fait sauter en l'air, puis on les met à boire en quart. Mais pas du tout, celle-là elle m'a eu. C'est que le goût a pris de la force, de la puissance. C'est une folie, non? C'est une folie. Je ne conseillerais jamais à personne de faire ça. Mais c'est une folie. Ben vraiment, si je ne l'avais pas fait, ça aurait été une autre folie. Parce que quand on a vraiment envie de faire quelque chose... Il faut le faire. Il faut le faire. Et mettre les chances de son côté. Mais c'est vraiment terrible, le Cap Horn? Oh, c'est terrible. Enfin, moi, j'ai passé le Cap Horn dans de bonnes conditions. Mais j'ai eu de ces coups. Mais c'est comment? Parce qu'on connaît les photos, on a vu les films, mais il faut être dessus. Non, mais au Cap Horn, proprement dit, j'ai eu un temps assez beau. J'ai noté dans mon carnet que la mer était calme. Il y a un avion qui est venu me survoler, qui a pris une photo. Cette photo, je l'ai eue. La mer calme, il y avait 4 ou 5 mètres de creux. Et pourquoi j'ai dit ça dans mes notes? Parce que je m'étais habitué à des mers tellement fortes avant que, par comparaison, ça m'est apparu bas. Et en arrivant la veille du Cap Horn, et puis 3 ou 4 jours avant aussi, j'ai eu des tempêtes fantastiques et j'ai eu notamment 2 fois mon bateau a été projeté en l'air et retombé dans les creux, tous les objets volants, etc. Et que mon bateau ait tenu avec des coups comme ça, c'est extraordinaire. Et je pense à 2 personnes, vous savez de qui je peux parler, Alain Collat oui. Et Van Gogh, qui ont disparu en mer totalement. Et il me semble que les coups que le bateau a reçus dans ces mers peuvent très bien expliquer une disparition totale, corps et biens, une chose que je n'avais pas bien imaginée avant de les recevoir. Et là, vous dites, Alain Collat a disparu, corps et biens, vous le dites. Vous ne pensez pas que... Écoutez, je crois que Alain Collat avait fait ses preuves comme un marin expérimenté. Il y a trop de temps maintenant, enfin moi je n'ai plus d'espoir de le voir revenir. Je crois d'ailleurs, je veux dire quelque chose, peut-être je serai critiqué, mais je crois que dans ces 2 disparitions, il y a eu un événement très regrettable. J'ai vu Alain Collat pendant qu'il était à Marseille plusieurs fois, et je n'ai pas trouvé un homme heureux. Il avait été pris dans un engrenage de responsabilité financière, de publicité et tout ça. C'était pas lui. Et jusqu'à quel point Alain Collat n'est-il pas parti un petit peu avec une mentalité de dire il faut que je gagne ou que je crève, et qu'il ait pris des risques, je n'en sais rien. Mais ça m'a fait de la peine de voir un homme qui par ailleurs avait montré tant d'équilibre, de courage, de volonté, de caractère, qui sont les qualités essentielles d'un marin, de le voir pas heureux sur son gros autobus là, par lequel il faisait du transport de tourisme à la journée. Vous n'êtes pas optimiste pour Alain Collat? Ben, c'est-à-dire que vous savez, le temps chaque journée est un temps qui limite. Enfin, il n'y a pas de chance, à votre avis? Je n'en vois pas, mais vous savez, quand quelqu'un disparaît en mer, nous avons eu une chose dramatique qui s'est passée pour la SNIM de la Société Nautique. Nous avions l'Erel, dont tout le monde a parlé, qui a disparu avec tout un équipage de jeunes gens, et immédiatement, tous les gens ont fait des hypothèses. Ce sont des hypothèses. On ne sait pas ce qui peut se passer dans un bateau. Le bateau peut être éventré, peut avoir une collision. Il y a 1000 choses qui peuvent faire qu'un bateau disparaisse. Et comme je le disais tout à l'heure, quand il vous arrive quelque chose d'heureux à la mer, eh bien, c'est que la mer l'a bien voulu. Alors tout à l'heure, nous étions du côté du Cap Horn, Max Gravelot. Alors lorsque vous êtes arrivé à cet endroit précis, qu'avez-vous éprouvé, qu'avez-vous vu? La nuit d'avant, je subissais une tempête très forte. Ouais. Et j'avais à peu près 2 jours sans visibilité, c'est-à-dire sans possibilité de faire un point astronomique qui me reposait exactement sur la carte.
Or, je devais passer entre le Cap Horn et une île qui se trouve un peu au sud du Cap Horn. Si ma navigation avait été mauvaise, je risquais de me trouver brutalement, parce qu'il y avait peu de visibilité, en face de ces quantités de petits rochers qui se trouvent sur la face ouest du Cap Horn, avant le Cap Horn. Et avec la mer que je subissais, c'était vraiment très difficile de s'en tirer. Alors, bien entendu, je restais les yeux ouverts. Et puis, le vent a tourné. Dans mon livre L'embellie sur la mer, je donne la carte avec la position du bateau à chaque heure et la vitesse du vent et la direction. Alors, le vent tourne vers le nord, ce qui fait que quand j'arrive vraiment en vue de terre, j'aperçois l'île L'Ermite. À ce moment-là, le vent est presque du nord et la mer se calme. Mais se calme, comme je le disais, avec 3 mètres de creux. Et je passe le Cap Horn, il y a un bateau qui s'appelle HMS Endurance qui était là, un bateau anglais, qui a pu s'approcher, on a pu parler au porte-voix, il a donné de mes nouvelles par le Lloyd, et j'ai continué. Et quand je suis passé devant le Cap Horn, ben, vous savez, j'étais ému. J'étais ému, je pensais à tous ces hommes qui avaient souffert, qui étaient morts, qui avaient naufragé, et puis ceux qui avaient aussi passé le cap avec des mois de long voyage, avec la glace dans les haubans, les mains gelées et tout. Et je crois qu'on ne peut pas passer ça sans une grande communion avec tous ces hommes. Et quand j'ai vu un navigateur qui a écrit le Cap Horn, hein, c'est encore une de ces exagérations, une fumisterie, je me suis dit, celui-là, il va recevoir un coup. Et celui-là, il est mort. Max Gravelot, dans cette aventure, vous êtes devenu un autre homme, et vous le dites d'ailleurs. Vous avez regardé les autres, et les visages, et les paysages. Vous avez même appris la beauté. Et vous avez beaucoup circulé. Vous êtes allé en Polynésie et vous avez chassé. Enfin, vous étiez là parce que vous vouliez apprendre. Vous n'aviez pas... le temps n'existait pas pour vous. Ah oui. Ça, c'est formidable. Écoutez, ça, c'est une chose que l'homme moderne ne connaît pas. La notion du temps qui disparaît. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un livre, je lis un livre. Vous avez beaucoup lu, hein? J'ai pas beaucoup lu. J'ai appris à bien lire. Ouais. C'est-à-dire à lire un livre doucement, à s'arrêter, à revenir en arrière, à apprécier une phrase, non seulement sa musique, mais ce qu'elle dit, puis, enfin, prendre une dimension, et cette chose, je l'ai sentie, et après, quand j'ai écrit mon livre, je me suis dit, mon Dieu, ce qu'on doit mal lire, parce que pour faire une phrase, il faut tellement mettre d'émotion, de sensibilité, de compréhension, on passe sur les mots, on court, et je pense à cette façon inventée de lire en diagonale. Je me dis, quelle perte. Vous aviez combien de livres à bord? Oh, j'en avais pas des masses. J'avais quelques éditions de la Pléiade. Je devais avoir un rayon de bibliothèque qui représentait 1 mètre 50. Oui, c'est ça. 1,50 m, oui, parce que j'avais double épaisseur, oui, 1,50 m. Mais des choses extrêmement riches. Quand je lisais, par exemple, Proust, que je n'avais jamais aimé, du moins, je n'avais jamais réussi à rentrer. Mon père qui aimait Proust m'avait dit plusieurs fois de le lire, et puis je commençais, je disais, il m'emmerde, ce type, ça n'en finit plus. Là, alors, comme disent les jeunes camarades que j'ai pris mon pied, oui. C'est extraordinaire, le pouvoir d'évocation et d'émotion qu'il pouvait y avoir dans une phrase, les paysages dessinés, colorés, avec exactement comme mieux que ce qu'on puisse les voir. C'est que vous aviez déjà reçu la solitude. Ah oui, la solitude, voyez-vous, ça a été, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas voulu, elle m'a été imposée, mais elle a été un élément de contact extraordinaire. Je crois que c'est Proust, justement, qui, dans un livre, dit à peu près ceci. Quand j'étais petit, je me demandais comment Noé, dans son arche, avait pu vivre si longtemps et connaître le monde. Et moi, maintenant, qui suis malade, vous savez qu'il avait de l'asthme, moi qui suis malade, enfermé dans ma chambre longtemps, je n'ai jamais si bien connu le monde
que lorsque j'étais comme ça, parce que seule la sensibilité, elle prend vraiment toute sa mesure, et on a une possibilité, je crois, d'aimer les gens, les choses, qui est différente que celle qu'on ressent dans l'agitation. Mais vous n'avez jamais eu peur? Non, on pose cette question, enfin, vous savez, la peur, je suppose, c'est un sentiment, moi j'ai pas reconnu ça, j'ai pas eu peur. Comment jugez-vous les champions? Enfin, je pense à Tabarly, Alain Colas, Malinowski, Florence Artaud, ceux qui font un voyage parce qu'il faut arriver premier, alors que vous vous êtes donné, mais volontairement, 5 ans pour arriver quelque part, mais vous ne saviez pas tout à fait où quand même. Vous savez, quand j'ai traversé le Pacifique, après avoir perdu mon équipière et mon chien, je suis parti seul. Et j'ai fait une traversée entre les Galapagos et l'île de Pitcairn. J'ai fait 2700 milles en 15 jours et 9 heures. Ceux qui savent ce que ça représente, c'est une vraie régate. Et pendant ce premier temps de solitude, j'ai eu plaisir à cravacher mon bateau, à aller vite, etc. Je crois que l'homme qui fait de la régate, hein, il éprouve ça, et j'en ai fait quelques-unes, mais enfin pas tellement. Et vous me parliez des hommes qui font ça. Ben, je connais Tabarly, pour l'avoir rencontré plusieurs fois pendant mon voyage, et puis de l'avoir revu. Et ce sont des hommes exceptionnels. Un type comme Tabarly, c'est vraiment un type complet, il a dans ses mains une technique, une connaissance, une force de caractère et une force physique. C'est prodigieux. J'admire beaucoup ce genre d'homme, mais j'admire aussi un musicien. Ben, je ne suis pas musicien, c'est tout. Mais vous partirez demain pour une course en solitaire avec eux? Non, ça ne vous intéresse pas. Écoutez, si je devais partir dans une course en solitaire, je le ferais pour régler un problème financier. Mais c'est-à-dire que si j'avais beaucoup de chances de gagner et qu'à la suite de ça, je puisse continuer à voyager à mon gré, je prendrais peut-être ce risque. Mais par goût, la course, ça ne correspond pas à mon tempérament. Je trouve que la poésie de la mer, ça a eu une très grande influence dans mon voyage. Vous avez réalisé un rêve d'enfant? Plutôt un rêve d'adulte, parce qu'enfant, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, je pourrais avoir un bateau comme celui que j'ai eu. C'était impensable quand j'étais gosse. J'étais gosse avant la guerre de 14. Non, quand même, je ne suis pas à ce point-là. Non. Avant la guerre de 39. Vous avez 59 ans aujourd'hui. 58. 58, ne poussez pas. Non, pardon, 58 ans. Quand je voyais des bateaux à voile comme celui que j'ai actuellement, c'était à l'époque, il fallait être Monsieur Bic ou Poussac en ancienne formule. Vous voyez, ça représentait des choses complètement... On n'en avait pas envie, parce que c'était impossible. Et puis, enfin, tout le monde le sait, le pouvoir d'achat s'est multiplié. J'ai eu la chance, en plus d'être dans une profession où il y avait des besoins. Et j'ai beaucoup travaillé, j'ai réussi, mais c'était impensable quand j'étais jeune. Donc vous avez tout quitté à 50 ans, Max Gravelot, et aujourd'hui vous avez vraiment l'impression d'être devenu quelqu'un d'autre, enfin, c'est-à-dire d'être devenu vous-même peut-être. D'abord, je n'ai pas tout quitté. Si, d'une certaine manière, lorsqu'on part pendant 5 ans, on quitte beaucoup de choses, et c'est d'une certaine manière un acte de courage. J'ai quitté beaucoup de choses, mais je n'ai pas tout quitté. Enfin, on est attaché dans la vie à un tas de valeurs... ou d'amitié ou d'amour, ça je ne les ai pas quittés en partant. C'est-à-dire que, en fait, d'autant plus que je ne partais pas pour ne pas revenir, puisque j'avais un engagement avec mon associé de revenir. En 75 ? En 75. Et vous êtes revenu en 75, donc il n'y avait pas de... Alors quelles sont les choses qui vous ont touché? Parce que vous avez vu, il faudrait des heures et des heures pour parler de la Polynésie et de vos courses après les cochons et les chèvres sauvages, mais... Je vous l'ai dit tout à l'heure, le titre de mon livre, L'embellie sur la mer, c'est la transposition de l'embellie sur ma vie. Et j'ai rencontré, dans ce voyage, on peut dire, tous les désirs d'aventure que je souhaitais, c'est-à-dire
la mer, sous son aspect poétique, sous son aspect de lutte, de tempête, de beau temps. J'ai découvert la chasse, mais la chasse sauvage, c'est-à-dire la chasse où il faut débusquer, tuer, dépecer, ramener sur le dos. J'ai découvert des gens aussi. J'ai fréquenté toutes sortes de gens. Ah oui, parce qu'il y a des personnages dans votre livre. Oui, j'ai fréquenté les hippies, par exemple, que je connaissais pas. Enfin, j'étais comme tout le monde, je m'imaginais que c'était des gens impossibles, sales et tout ça. J'ai rencontré les hippies de la mer, qui étaient des gens qui avaient beaucoup d'intérêt, notamment qui avaient établi entre eux une transparence dans leurs rapports humains qui était très séduisante. Enfin, je n'ai pas adopté ni la longueur de leurs cheveux, ni toutes leurs idées, mais j'ai trouvé qu'il y avait du bon. J'ai rencontré alors des gens tels que des gouverneurs, des évêques, des missionnaires, des hommes de la brousse. J'ai une histoire dans mon livre qui s'appelle Le cochon de Joseph, je ne vais pas vous la raconter, mais qui est d'une beauté extraordinaire. J'ai trouvé chez un homme de la brousse une délicatesse humaine que j'ai découvert par inadvertance, parce que la délicatesse qu'il a eue, pour moi, il me l'a cachée, et je ne l'ai su que des mois après par un tiers. Mais oui, dites-moi un peu à toute vitesse quand même, parce qu'autrement... J'ai fait une chasse avec un homme de la brousse, on est parti avec ses enfants, on a débusqué le cochon une fois, deux fois, et à chaque fois, dans la brousse, il voyait un cochon, et moi je me prêtais à tirer, il me disait « Non, Max, non, ce cochon, c'est le cochon de Jacques. » Alors j'étais tout étonné, en pleine brousse, qu'ils reconnaissent un cochon. Puis on continuait à marcher, et puis on rencontre après deux truies avec des petits cochons. Et alors là, il me fait signe de m'arrêter, et je le vois qui s'approche, des truies qui s'approchent. Et à un moment donné, les truies lui font face. Il continue, je vois qu'il sort son coupe-coupe, et puis il se baisse, il prend une noix de coco, il la coupe en deux, il s'approche encore, il la donne à la truie. Et il recommence son geste pour la deuxième truie. Il revient et on part. Et puis on s'arrête pour boire un peu d'eau de coco, et il me dit, et je lui demande, pourquoi tu as fait ça? Il m'a dit, tu sais, en ce moment, les truies, elles ont beaucoup de mal à élever leurs petits. Et puis on continue à marcher, et puis on ne trouve plus de cochons. Et sur le chemin du retour, tout d'un coup, apparaissent 3 cochons. Alors là, je n'épaule pas et je lui dis, Joseph, je peux tirer? Il me dit, non, ce sont les cochons de Jean. Et à ce moment-là, arrive un 4e cochon. Et il me dit, celui-là, je tire. Il se précipite avec les enfants, ils allument le feu, on l'égorge, on le gratte, on le pend sur de bois et on rentre au camp. Et là, il veut m'offrir le cochon. Moi, je lui dis non, c'est pour toi. Et il m'invite le lendemain à le manger. Et puis nous nous quittons après encore quelques pêches, quelques chasses. Et 1 mois et demi après, je reviens dans la même île, dans une autre baie, et je rencontre des amis que j'avais connus à la Guadeloupe, puis à Tahiti. Ils sont Charles et Lydie Descortes, qui sont des navigateurs perpétuels. Et quand on se rencontre, on se reçoit, on est content. Qu'est-ce que tu as vu? Et je raconte cette magnifique histoire de Joseph. Et Charles m'écoute avec un air malicieux. Et puis quand j'ai fini, il m'a dit, je la connaissais ton histoire, parce que j'en viens, et ils me l'ont raconté. Mais ce qu'on t'a pas dit, c'est que le cochon que tu as tué, c'était le cochon de Joseph. Ah, c'est formidable. Vous voyez la délicatesse. La délicatesse. Ah. Alors il y a l'Uruguay, parce que c'est important, et nous arrivons au bout de ce voyage pour nous, parce que c'est un voyage qui dure 1 heure pour nous. Et en Uruguay, vous connaissez et vous rencontrez une dame. Eh bien oui, en Uruguay. Une Argentine. Et vous, alors là, c'est encore l'embellie. Ah oui. Hein? Elle accepte de repartir avec vous. Eh bien écoutez, j'ai rencontré... c'est le coup de foudre, hein? J'ai rencontré Susanna, puisqu'elle s'appelle Susanna, à Montevideo, dans ce charmant petit club où j'ai été reçu de façon extraordinaire. J'ai fait la connaissance de la célébrité, mais ça n'a pas duré. Et puis j'ai connu donc Susanna, et puis on ne sait plus, et elle habitait l'Argentine. Je suis allé là-bas, j'ai connu un peu ses amis, ses parents, et puis au bout de 6 mois, on a levé l'ancre. Et ça, c'est un autre voyage. Et vous êtes revenus tous les deux? On est revenus tous les deux. Et... Ce qui a dû étonner les gens qui vous attendaient à Marseille, avec leur petite flottille. D'autant plus que je leur avais fait une blague, je ne leur avais pas dit. Et j'avais téléphoné à un de mes amis, qui est un petit peu bavard, en lui disant, j'étais en mer, et il m'a dit, mais où es-tu, Max? Et je lui ai dit, écoute, Jean-Loup, je suis à 40 000, j'arrive, tout ça. Il me dit, comment ça va? Je lui ai dit, moi, ça va, en pleine forme, et toi, et tout ça.
Et il me dit, mais ça va, oui. J'ai dit, oui, mais tu me reconnaîtras plus parce que j'ai plus un cheveu sur le caillou, j'ai une grande barbe. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Alors, quand je suis arrivé, il y avait une petite flottille qui m'attendait. Et puis, il y a des gens qui regardaient la jumelle. Et il y en a même qui ont vu ma barbe, que je n'avais pas. C'était faux. Ce qui est faux. Alors, quand je suis arrivé, il y avait une petite flottille qui m'attendait. Et puis, il y a des gens qui regardaient la jumelle. Et il y en a même qui ont vu ma barbe, que je n'avais pas. C'était les cheveux longs de Susanna. Et comme ça, je suis rentré en France. Et ça a été extraordinaire, le contact du retour. Vous savez, j'ai vécu après, pendant quelque temps, dans une espèce c'était des vacances dorées. J'étais reçu chez des amis, par mon frère, tout ça. C'était épatant, on voyait. Et puis, il a fallu reprendre le travail. Et ça a été difficile. Et alors là, vous savez, j'ai eu... c'est pas que j'avais peur de reprendre le travail, mais j'ai été... Après avoir vu que la France avait beaucoup travaillé, on avait fait des ponts, des autoroutes, tout ça, quand je me suis remis dans le travail, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a perdu en 5 ans? Ils ont profité que je n'étais pas là, c'est pas possible, pour tout compliquer. Et je suis rentré d'abord dans un métier en pleine crise, et puis surtout un métier absolument anéanti par la folie normative de tous les gens qui veulent diriger l'architecture. Et vous avez envie de repartir maintenant? Je n'en ai pas les possibilités. Max Gravelot, alors je rappelle un peu ce que fut votre voyage, ce qu'a été notre conversation. Vous aviez donc décidé de partir à 50 ans, et vous aviez décidé cela 23 ans avant à peu près. Vous êtes parti en 1970, tenant votre promesse. Vous aviez dit « je partirai pendant 5 ans ». Vous êtes parti pendant 5 ans et vous êtes revenu en 1975. Vous avez refait votre vie. Vous n'aviez pas choisi la fuite. Ça n'était pas du tout un refus du monde. Vous étiez simplement décidé à mi-vie, puisque 50 ans c'est la mi-vie, vous étiez décidé à prendre vos distances. Et vous avez su les prendre. Et au commencement, il y a un petit titre dans l'avant-propos, moi qui me plaît bien. Je ne sais pas de qui est cette belle phrase. « La vie passe, rapide caravane, arrête ta monture et cherche à être heureux. » Hein, la vie passe, rapide caravane, c'est vrai que la vie passe et que tout va trop vite, et c'est encore la notion du temps que vous n'aviez plus sur votre bateau. Et puis, arrête ta monture, mais il est difficile de pouvoir le faire, et cherche à être heureux. Alors là, c'est encore une autre aventure. Merci Max Gravelot. Je rappelle le titre de votre livre qui paraît chez Artaud, L'embellie sur la mer. Et c'était un grand voyage sur un bateau, le vôtre, qui avait pour titre Hispania. Vous aimez l'Espagne? Non, Hispania, c'est parce que mon précédent bateau était un bateau qui avait appartenu à Alphonse XIII et qui s'appelait Hispania. Alors, le nom me plaît. Et puis, j'aime l'Espagne. Il a été construit en Espagne. Alors, beau voyage pour la deuxième partie de la vie, c'est-à-dire celle qui commence à 50 ans. Oui. Vous écoutiez la radio à bord? C'est enregistré, ça? Oui. Eh bien, oui. Figurez-vous que la première voix que j'ai entendue quand j'ai traversé la première fois le Pacifique et que je m'approchais de la Polynésie française, quand j'ai pu capter Tahiti, il était l'heure de l'émission. Vous allez écouter Jacques Chancel. Alors, j'ai trouvé ça très amusant. C'était France Inter Tahiti. Alors, demain, notre rendez-vous. Demain, ce sera un musicien, Jean-Michel Jarre. À demain, bonsoir. Merci, Max.